Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. À la préparation des élections législatives au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a validé la liste de 6 partis politiques. Sur la liste des mouvements qui ont vu leur dossier refusé figure notamment celui du parti Les Démocrates. L'expédition prochaine en Ouganda de vaccins candidats. À l'heure où le pays est actuellement confronté à une épidémie d'Ebola, l'Organisation mondiale de la santé a donné son aval pour qu'il soit inclus dans un essai clinique. Et puis le bilan des quarts de finale de la CAN féminine de handball qui se joue actuellement au Sénégal. Le pays hôte qui est notamment parvenu à s'imposer face à l'Égypte. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le verdict est tombé pour les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. 35 d'entre eux ont vu leur recours être rejeté par la cour d'appel. Ces partisans du MRC avaient été arrêtés en 2019-2020 lors de manifestations. La justice militaire les avait ensuite condamnés à des peines de prison pour rébellion et tentative d'insurrection notamment. Ce 17 novembre, la cour d'appel a finalement accepté 4 recours sur les 39 qui avaient été déposés. Malgré cette décision de justice, l'avocat des opposants n'entend pas baisser les bras. Maître Hippolyte Mély compte en effet déposer un recours auprès de la Cour suprême, car il s'agit selon lui de décisions politiques. À moins de 2 mois des élections législatives béninoises, la Commission électorale nationale autonome a publié ce 16 novembre les listes validées pour concourir à ce scrutin. Les listes de 6 partis politiques ont été retenues par la Sénat. Celle du parti Les Démocrates n'a cependant pas été approuvée. En cause, un dossier incomplet. Des attestations fiscales manquent en effet à l'appel. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Au Bénin, 6 partis politiques sont rentrés en possession du récépissé définitif leur permettant d'être en lice pour les législatives du dimanche 8 janvier 2023. Exclus du processus électoral pour le compte des législatives de 2019, alors noyau originel du parti FCBE et de la présidentielle de 2021 pour respectivement défaut de certificat de conformité et de parrainage, le suspense reste entier sur la participation ou non du principal parti de l'opposition, les démocrates, à ces législatives. Les 2 blocs politiques BR et UPR, épaulés par le chef de l'État Patrice Talon, ainsi que les partis alliés Mouel Bénin UDBN et les partis se réclamant de l'opposition FCBE et MPL, ont obtenu leur récépissé définitif au terme du processus de réception des dossiers de candidature par la Sénat. L'heure a sonné pour que tout le monde nous rejoigne, pour que nous achevons le combat que nous avons démarré. Nous appelons nos aînés, tous ceux qui ont voulu nous aider le peuple béninois dans ce combat à ramener notre démocratie qui malheureusement n'ont pas pu y arriver, à nous rejoindre. 4 des 218 candidats titulaires et suppléants positionnés pour la liste du principal parti d'opposition, les démocrates, n'ont pu obtenir leurs quitus fiscaux dans le délai réglementaire du code électoral. Les négociations engagées avec l'administration fiscale pour l'obtention de ce précieux sésame inscrit dans le rapport de complétude de leur dossier n'ont pas prospéré. Pour de nombreux observateurs, l'enjeu de ces législatives demeure la participation de l'opposition aux élections au Bénin depuis avril 2016. Il n'y a plus d'enjeu pour ces élections puisqu'il n'y aura plus de challenge. On sait que l'opposition était incarnée plus ou moins par les démocrates. Donc il n'y aura plus véritablement de compétition. Il n'y aura plus vraiment de 2 pôles qui vont se battre, se mesurer, avec l'absence des démocrates à ce scrutin législatif. Donc ça va ressembler un peu à ces législatives de 2019 que tout le monde a déploré. Le principal parti d'opposition, les démocrates, qui entend user de toutes les voies légales pour sa participation au scrutin, a saisi la Cour constitutionnelle, juge du contentieux, au motif de faute de l'administration fiscale pour la délivrance de quitus fiscaux à ses candidats. Les regards sont désormais tournés vers cette juridiction pour la participation ou non du parti au scrutin de janvier 2023. Dans l'actualité également, geste de solidarité au Burkina Faso, l'homme fort du pays, Ibrahim Traoré, a décidé de renoncer à son salaire de président de transition. Une annonce faite ce mercredi 16 novembre par Jean-Emmanuel Ouédraogo, ministre de la Communication. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs précisé que le président du MPSR conserve son salaire de capitaine. Cette décision vise selon lui, je cite, à montrer cet esprit de sacrifice qui doit habiter chacun des Burkinabés dans la situation actuelle de notre pays.
Autre information donnée, le Conseil des ministres a décidé de l'abrogation du décret d'avril 2022, décret relatif à l'augmentation des salaires des ministres. Dans cette même optique, les membres du gouvernement ont décidé que 50% de leur salaire du mois de novembre serait octroyé à la Caisse nationale de solidarité, et ce en vue de soutenir les personnes déplacées affectées notamment par le terrorisme. L'actualité nous emmène également en Guinée, où le ministre des Infrastructures, Yaya Sow, a été démis de ses fonctions. Une décision prise par le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya. En cause, une affaire de corruption dans laquelle plusieurs de ses collaborateurs sont aussi impliqués. Selon le décret lu à la télévision nationale, le ministre a été limogé en raison de l'ouverture d'une enquête judiciaire devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, la CRIEF, qui a été mise en place par la junte en décembre 2021. Avec cette juridiction, les autorités de transition entendent s'attaquer au scandale économique et faire en sorte qu'il ne reste pas impuni. Alors que la COP27 touche bientôt à sa fin en Égypte, un guide de Sharm el-Sheikh sur le financement climatique équitable a été lancé lors de ce rendez-vous. Une initiative lancée par Rania Al-Mashat, la ministre de la Coopération internationale. Le document en question offre au continent des recommandations sur lesquelles il peut s'appuyer pour investir dans des projets d'adaptation au changement climatique et favoriser ainsi une croissance durable. Roberto Bogbe. L'Afrique a désormais un guide sur le financement climatique équitable. Le document a pour objectif de développer un cadre international pour la finance climatique et d'aider les pays africains à obtenir davantage de financement vert dans un contexte africain marqué par les déficits budgétaires liés à la gestion de la pandémie de Covid-19 et de la flambée des cours des matières premières énergétiques et alimentaires. Il a été élaboré par plusieurs organismes, dont le ministère égyptien de la coopération internationale et plus d'une centaine de partenaires de développement, dont la Banque africaine de développement, des institutions financières ainsi que des organismes à but non lucratif. Une des recommandations stratégiques visant à stimuler la finance climatique en Afrique et à accroître les investissements dans les projets d'atténuation et d'adaptation, faisant savoir que le continent africain ne contribue qu'à hauteur de 3,8% aux émissions de gaz à effet de serre et ne reçoit que 5% des flux de financement climatique et que les besoins de l'Afrique sont estimés à 250 milliards de dollars par an. Pour le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, le guide de Sharm el-Sheikh constitue un instrument stratégique pour aider l'Afrique à mobiliser davantage de financement et relancer une croissance durable. De 100 milliards de dollars, les besoins de l'Afrique sont désormais estimés à 250 milliards de dollars par an. Le vice-président des solutions transversales de l'IFC, la Société financière internationale, croit en l'efficacité du guide de Sharm el-Sheikh pour enfin faire respecter ce dédommagement promis par les pays pollueurs. Nous sommes heureux car l'Égypte a mis sur pied un outil qui permet de résoudre la problématique du financement. Vous le savez, l'accès à l'investissement est un défi important auquel l'Afrique est confrontée. Cet incroyable outil pourra servir aux décideurs politiques et aux autres acteurs de la lutte contre les changements climatiques. L'objectif premier pour les Africains à travers cette COP27, c'est essentiellement des progrès significatifs sur la question cruciale du financement climatique. À cette fin, il est nécessaire d'améliorer la transparence des flux financiers et de faciliter l'accès pour répondre aux besoins des pays en développement. Les engagements et promesses existants annoncés depuis Copenhague et Cancun, en passant par Paris jusqu'à Glasgow, nécessitent suivi et clarification de le guide de Sharm el-Sheikh. En 2020, l'avènement du coronavirus a provoqué une crise économique mondiale, notamment pour les pays pétroliers qui ont dû faire face à un effondrement des cours du pétrole. En Guinée équatoriale, dont l'économie nationale est fortement dépendante de la rente pétrolière, la question de la diversification économique se pose alors. Une question urgente à l'heure où le pays se prépare à tenir ses élections générales le 20 novembre prochain. Joël Ballot. L'économie de la Guinée équatoriale est entièrement dominée par la rente pétrolière qui représente plus de 78% du PIB et des exportations. Le bois et le cacao, base de l'économie dans les années reprises, dans les années 90, quasiment disparu des exportations. À l'aube d'un nouveau septennat, le prochain président devra impulser une politique de diversification des ressources de croissance au risque de faire face à l'inflation qui se caractérise par la volatilité des prix.
Notre économie est fortement dépendante du secteur pétrolier. 90% des recettes publiques provenaient du pétrole. Donc une forte baisse des prix du pétrole sur le marché international se traduit par une réduction considérable des revenus reçus par le gouvernement pour continuer son programme de développement du pays. Dans son cadre de développement qui court jusqu'en 2035, la Guinée équatoriale, dont le succès a jusque-là reposé sur le pétrole, est désormais lancée dans une politique de diversification de son économie à travers l'agriculture, le tourisme, la pêche, les petites et moyennes industries. En 2021, la BDEAC a alloué à la Guinée équatoriale 1,9 milliard de francs CFA pour le développement de l'agro-industrie. Il existe plusieurs initiatives spécifiques dans ce pays qui contribuent déjà à la production de l'économie nationale. Nous avons les projets agro-industriels avec des contributions qui ont atteint déjà des millions de dollars. Par ses spécificités géographiques, la Guinée équatoriale a besoin d'une politique environnementale hardie pour assurer un développement durable. L'un des défis du prochain septennat sera aussi de réduire le taux de pauvreté, estimé en 2020 à 67%, car malgré une croissance économique forte, l'accès à un emploi continu reste problématique pour une grande partie de la population. Alors que l'Ouganda fait actuellement face à une épidémie d'Ebola, l'Organisation mondiale de la santé a donné son aval pour que 3 vaccins candidats contre la maladie soient inclus dans un essai clinique. Une information divulguée ce 16 novembre par le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Depuis fin septembre, la souche soudanaise d'Ebola circule dans le pays. L'Ouganda et l'OMS sont convenus de tester les vaccins développés notamment par le Sabin Vaccine Institute, basé aux États-Unis, et l'Université d'Oxford. Corinne Camden. L'Ouganda et l'OMS vont tester des vaccins pour combattre l'épidémie d'Ebola dans le pays. Les essais seront menés avec le soutien de l'Université ougandaise de Makerere, ainsi qu'avec la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation et l'Alliance du vaccin. S'adressant aux journalistes ce mercredi 16 novembre depuis Bali, en Indonésie, où il assistait au sommet du G20, le directeur général de l'OMS, Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les premières doses de vaccins contre Ebola devraient être expédiées vers l'Ouganda la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer qu'un comité d'experts externes de l'OMS a évalué 3 vaccins candidats et a convenu que les 3 devraient être inclus dans l'essai prévu en Ouganda. L'OMS et le ministère ougandais de la Santé ont examiné et accepté la recommandation du comité. Nous nous attendons à ce que les premières doses de vaccins soient expédiées en Ouganda la semaine prochaine. Un groupe distinct d'experts a sélectionné 2 thérapies expérimentales pour un essai, ainsi qu'un plan d'essai qui a été soumis pour approbation par l'OMS et les autorités ougandaises. Suite à la déclaration de l'épidémie en Ouganda le 20 septembre, le virus s'est propagé à 7 districts, dont la capitale ougandaise, Kampala, augmentant ainsi les risques de propagation à l'intérieur du pays et au-delà des frontières. Intégrer la recherche dans la riposte contre l'épidémie, c'est l'idée derrière cet essai clinique qui a 2 objectifs: évaluer les vaccins candidats potentiellement efficaces et contribuer à mettre fin à cette épidémie et à protéger les populations à risque à l'avenir. Nous avons tous une incertitude quant à l'évolution de l'épidémie et nous ne savons pas combien d'anneaux peuvent être formés dans le cadre de l'essai. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que l'OMS, les partenaires et les développeurs se sont engagés à randomiser ces vaccins afin que nous puissions générer des preuves solides qui nous permettraient de savoir si un ou plusieurs d'entre eux ont l'efficacité que nous recherchons. Depuis la semaine dernière, 6 nouveaux cas confirmés et 1 cas probable d'Ebola ont été enregistrés en Ouganda, portant le total à 141 cas confirmés et 22 cas probables. 73 patients sont guéris. Il y a également eu 2 autres décès confirmés d'Ebola et un décès probable, pour un total de 55 décès confirmés et 22 décès probables. Un mot de sport à présent avec la CAN féminine de handball qui se déroule actuellement au Sénégal. Ce 16 novembre, plusieurs équipes ont fait sensation durant les quarts de finale. Le pays hôte notamment est parvenu à s'imposer face à l'Égypte. Les Lionnes ont en effet battu les Égyptiennes sur un score de 21-19. Autre victoire notable, celle du Cameroun face à la République démocratique du Congo, compte rendu avec Cheikh Omar Kamara et Yamenechi. Pour son match en quart de finale de la CAN féminine de handball, l'équipe du Sénégal a battu l'Égypte 21-19 au terme d'une heure de suspense. Face à une défense musclée des Égyptiennes, les Lions de la Teranga ont été malmenés en début de match avant de prendre l'ascendant par la suite. En plus de leur qualification en demi-finale, elles ont décroché dans la foulée leur billet pour le mondial. On est super satisfaites d'avoir pu décrocher cette place au mondial. C'est vrai que, comme Yacine a pu le dire,
on avait à cœur de faire mieux que la précédente CAN au Cameroun. On a loupé de très peu cette qualification. Donc on est très satisfaite et c'est pas encore terminé. On espère aller le plus loin possible sur cette compétition. L'équipe du Cameroun s'est qualifiée en demi-finale grâce à sa victoire à l'arraché face à la RD Congo 23-22. Les Congolaises ont longtemps rivalisé avec leur adversaire du jour avant de céder en toute fin de rencontre. Menées à la pause de 4 points d'écart, elles ont fait preuve d'un très gros caractère pour revenir à égaliser 21-21 à 2 minutes de la fin. Les Lions indomptables terminent ce très physique duel sur un succès d'un petit point d'écart, 23-22. Je suis très fière de mon équipe et très fière du coach parce que les coachs savaient déjà qu'on allait être prises en strict et qu'elles allaient faire une défense très très haute. Donc il a eu un coup d'avance un petit peu, donc on a su bosser ça durant l'entraînement, même si on a eu du mal à l'appliquer sur ce match-là parce que forcément c'est beaucoup plus intense, d'autant plus que face au Sénégal on a mis beaucoup d'agressivité, comme il a dit le coach, beaucoup d'entrain. Du coup c'était un peu plus compliqué de trouver des solutions sur le travail qu'on avait fait, mais on attendait cette défense très haute de la part du Congo. L'Angola a réservé son ticket pour les demi-finales de la CAN féminine de handball 2022. Les 14 fois champions d'Afrique ont dominé la Tunisie 29-24. L'aventure des règles de Carthage s'arrête en quart de finale dans cette compétition. L'autre quart de finale qui opposait la Côte d'Ivoire au Congo-Brazzaville s'est tourné en faveur des Diables Rouges 35-21. Les Congolaises qualifiées dans la foulée au prochain championnat du monde affrontent les Lions indomptables pour une place en finale dans cette compétition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.